Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Si vous nous rejoignez, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal dans l'actualité de ce mardi 13 avril. Elle a reçu la médaille d'honneur du Sénat. L'association Oui au désenclavement du Chablais est récompensée pour son militantisme. Depuis 25 ans, elle se bat pour la réalisation du tronçon autoroutier qui doit relier l'A40 à Thonon-les-Bains. Reportage à suivre. Et puis ils l'ont sauvé de la ruine. Bruno Berthier et sa compagne rénovent depuis une trentaine d'années la ferme de Villars-Rivon, une authentique bâtisse du 19e siècle sélectionnée au loto du patrimoine. Explication dans ce journal. Avant de développer ses titres, la polémique enfle à Albertville et la presse nationale s'est emparée du sujet. À quelques mètres de l'une des mosquées de la ville, une école musulmane de 16 classes de maternelle et de primaire pourrait être construite. Un projet de 3 millions d'euros porté par la Confédération islamique Millî-Görüs. L'organisation d'origine turque fédère des associations musulmanes en France et en Europe. Le maire d'Albertville s'oppose au projet de cette école qu'il juge démesuré. Il a fait appel de la décision du tribunal administratif de Grenoble l'obligeant à signer le permis de construire. Par ailleurs, ce lundi, les sénateurs ont voté un amendement à la loi sur les séparatismes. Avec cet amendement, les préfets pourraient s'opposer à l'ouverture d'un établissement scolaire pour, je cite, des motifs tirés des relations internationales de la France ou de sa souveraineté. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit s'entretenir avec la municipalité d'Albertville dans les prochains jours. Nous reviendrons bien sûr sur cet épineux dossier dans nos prochaines éditions avec un reportage complet. Elle a soufflé ses 25 bougies. L'association Oui au désenclavement du Chablais milite depuis des années pour la réalisation de la liaison autoroutière Machilly-Thonon. Son combat a été récompensé par le Sénat. Les présidents qui se sont succédés à la tête de l'association ont chacun reçu une médaille d'honneur. À l'occasion de la réception de ces distinctions, l'organisation a présenté ses candidats aux élections départementales. Les précisions de Jean-Paul Crespi. Pour marquer son 25e anniversaire et présenter ses candidats aux élections départementales, l'association Oui au désenclavement du Chablais a choisi un lieu de rencontre symbolique, la route de la Visitation à Marclaz. C'est ici, entre la voie ferrée et le contournement de Thonon-les-Bains, que devrait démarrer la future autoroute devant désenclaver le Chablais. 25 ans de militantisme actif, également récompensé par la médaille d'honneur du Sénat, remise aux 4 présidents qui se sont succédés à la tête de l'association. Rien n'est fini, rien n'est acquis. À ce jour, les travaux ne démarrent toujours pas, il y a toujours des recours et nous devons nous battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin des travaux, parce qu'on a vu plusieurs fois des projets abandonnés en cours de route et autres, donc il est important que notre voix résonne jusqu'à la fin des travaux. Alors, il faut savoir que nous avons été aussi candidats aux législatives où nous avions fait un score très important de près de 10%. Et si on devait résumer, ça se résume en 3 mots. Combat, combat et encore combat. Globalement, c'est récompenser finalement les personnes, que ce soit des présidents, des membres, qui ont toujours été présents, qui se sont mobilisés quand il y avait des enquêtes publiques, qui ont pu faire remonter les préoccupations du terrain, qui ont pu être à côté des élus, qui ont pu être aussi le poil à gratter des élus à nous dire il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Et finalement, on a besoin de cette société civile qui se fédère par le biais d'associations et qui nous permettent à nous d'avancer et puis à nous aussi à nous dépasser. L'association se devait également de récompenser ceux qui avaient exprimé avec plus ou moins d'insistance leur désaccord avec le projet autoroutier en leur remettant une médaille en chocolat. Et ils seront une dizaine à recevoir prochainement cette médaille, une médaille remise et acceptée avec humour, car un anniversaire ne saurait se priver de quelques facéties. Et puisque l'on évoquait les élections départementales et régionales, le sujet a été au cœur des débats cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean Castex a proposé aux députés de maintenir le scrutin
en juin, mais de le décaler d'une semaine. Le premier tour aurait ainsi lieu le 20 juin, le second tour le 27 juin. Se donner une semaine de plus pour la vaccination et pour faire campagne, voilà les principales raisons invoquées par le Premier ministre. Le sujet sera débattu demain au Sénat. Pour rappel, les maires de Savoie et de Haute-Savoie sont largement favorables au maintien du scrutin en juin. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains JT également. Le combat se poursuit pour les salariés de Ferroglobe. Dans l'incertitude, depuis plus d'1 an, ils ont appris le 29 mars la suppression de 357 emplois. Conséquence de l'arrêt de la production sur le site de Château-Feuillet à l'Aléchère en Tarentaise. Le site des Claveaux en Isère doit également stopper son activité. Ce sont respectivement 223 et 134 salariés concernés. À l'Aléchère, le site est au ralenti depuis 18 mois puisque seuls 3 fours sur 4 fonctionnent encore. Si la production est arrêtée, l'usine ne sera ni fermée ni vendue, au grand regret des salariés. Ils s'étaient mobilisés ce mardi à Aix-les-Bains devant l'hôtel où avait lieu la première réunion entre la direction et les représentants syndicaux. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Fanette de Buisson. Une fermeture, il faudrait qu'ils payent le nettoyage du site et tout ça, et ça leur coûterait beaucoup d'argent. Alors que juste un arrêt, pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas exactement, et qu'après que ça reparte. Mais bon, pendant ce temps-là, les 350 personnes font quoi ? Nous, on a tous des maisons, des crédits. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de Ferropem, avoir quelqu'un qui nous reprend, même si on sait très bien que ça ne sera pas la totalité du personnel. Hein. Ça sera peut-être 30 ou 50% au départ. Et après, on peut mettre une clause dedans pour, si ça regagne de l'argent derrière, reprendre les personnes petit à petit. Et puis, voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est travailler et puis continuer à vivre, quoi. L'électrométallurgie en Savoie, c'est pas loin de 130 ans maintenant, c'est toute cette mémoire qui d'un coup va s'éteindre. C'est tout ce savoir-faire. On était numéro 1 mondial. On a un savoir-faire reconnu. Ils ont été tellement intelligents dans notre groupe qu'ils ont été mettre une usine en Chine, donc donner notre savoir-faire aux Chinois. On va tout, voilà quoi. C'est sûr qu'on aimerait être vendu, mais aussi qu'on sera vendu à la concurrence. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vendre. Ça c'est sûr, c'est certain, c'est là-dessus. Voilà, moi j'attends plus rien d'eux. Si la seule chose que j'attends, c'est qu'ils sortent de là en se disant que finalement, ok, on fait marche arrière, on garde les emplois et on met en place cette fameuse procédure avec le chômage de longue durée. Et j'ajoute que le site de Montricher-Albanne en Maurienne n'est pas concerné par ce plan social. Économie toujours avec nos invités du soir. Nous sommes en ligne avec Annie Vian et Laurence Bessier, respectivement présidente et vice-présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise en Savoie. Bonsoir mesdames, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous fédérez dans ce réseau 35 membres, ce qui représente environ 1000 emplois dans le département et 93 millions de chiffres d'affaires cumulés. Annie Vian, vous venez d'être désignée présidente des femmes chefs d'entreprise en Savoie. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Comment êtes-vous arrivée tout simplement à ce poste de présidente du réseau ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors déjà, je suis adhérente depuis quelques années, donc c'est assez récent malgré tout. En fait, j'ai été élue par les membres de l'association, de notre délégation Savoie. On fait un vote en ligne, tout simplement. Et ensuite, il y a un processus d'élection. On se présente au niveau national, notre candidature est acceptée. Et par la suite, il y a un vote par les adhérentes. Laurence Bessier, vous êtes vice-présidente de ce réseau. Une question pour toutes les deux. Quels sont les défis qui vous attendent à la tête de ce réseau ? Les défis, ils sont nombreux parce qu'on essaye toujours de se mettre la barre assez haut parce que plus on met la barre haut, plus on est motivé. Les défis, alors en cette période sanitaire compliquée, ils sont encore plus difficiles à mettre en œuvre, mais ça ne nous empêche pas d'en avoir. Cette année, on a pris un thème pour nos défis, qui est le sens.
parce qu'on veut donner du sens à tout ce qu'on entreprend, parce que quand on donne du sens, ça décuple les moyens qu'on se donne pour réaliser, parce qu'on sait pourquoi on décide de faire quelque chose. Tout à fait. Comment accompagnez-vous les femmes chefs d'entreprise en Savoie en temps normal et maintenant dans cette crise sanitaire ? Alors, en temps normal, mais on essaie quand même de le faire même en temps un peu anormal, on se réunit en présentiel mensuellement à travers de réunions techniques sur des sujets qui intéressent nos membres, donc régulièrement tous les mois. Et on essaye malgré tout de maintenir ce rythme, même si aujourd'hui c'est compliqué, en visio. Et on dirait même que cette crise sanitaire nous a fait également nous réinventer, nous a fait également nous rapprocher, et on essaye de trouver des moyens de manière à être encore plus proches les unes des autres, parce qu'on a vraiment besoin des unes des autres, de s'entraider, de se soutenir, et encore plus actuellement. Oui, on garde le lien, on fait de nombreuses visios, que ce soit des réunions plus techniques, des réunions plus légères. On a un groupe WhatsApp qui est très, très performant, on communique énormément en fait. Et ça fait vraiment du bien, c'est très très important. Dans cette période, c'est d'autant plus important. Et les liens se sont encore plus resserrés entre nous, paradoxalement. Mais on est très impatiente de se retrouver en vrai. Vous expliquez que les femmes chefs d'entreprise sont encore plus touchées que les autres chefs d'entreprise par cette crise sanitaire. Pour quelles raisons ? Pour la simple raison, c'est déjà que les femmes, bien souvent, elles ont créé leur propre emploi, donc elles sont seules. Elles sont également chefs d'entreprise, mais elles sont avant tout épouses et mères de famille. Donc elles sont plus impactées déjà par rapport à la garde d'enfants. Elles travaillent chez elles. Donc forcément, en travaillant chez soi, c'est moins, on va dire, facile de faire son travail, de garder les enfants, de faire l'école. C'est ce qui s'est reproduit encore là récemment avec le 3e confinement. Donc forcément, il y a certaines femmes qui ont abandonné pour se consacrer à leur famille. Donc c'est dans ce sens-là qu'elles sont plus touchées. Voilà. Même si parfois, il y a des hommes qui s'occupent des enfants, mais ce n'est pas la majorité. Est-ce que malgré les contraintes de ce confinement et de cette crise sanitaire, vous avez de grands rendez-vous programmés là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour continuer à accompagner ces femmes ? Oui, alors on a des rendez-vous qui jusqu'à maintenant ont été un petit peu, on va dire, reportés, mais voilà, je pense que nous ne sommes pas les seuls, mais nous gardons comme une cap. Nous avons des rendez-vous qui ont été programmés avec des institutions. Nous avons la venue de notre présidente nationale qui a été aussi reportée à plusieurs reprises et qu'on espère voir au mois de juin. On espère pouvoir faire une soirée pour remercier nos partenaires. Nous espérons en juin. Voilà, alors peut-être que ça va. On l'a déjà reporté aussi plusieurs fois, mais voilà, mais on va finir par y arriver. On garde espoir. On espère peut-être en fin d'année pouvoir refaire un événement comme on l'a déjà fait par le passé. Et puis on espère surtout pouvoir se faire une soirée toutes ensemble au mois de juillet. Voilà. Eh ben, on vous le souhaite, c'est ce qu'on espère tous, de pouvoir se retrouver. Merci beaucoup Annie Vian et Laurence Bessire pour l'association Femmes Chefs d'entreprise en Savoie. Merci. Il vient en aide chaque année à des sites remarquables. Le loto du patrimoine permet de récolter des fonds pour la rénovation de monuments historiques en péril. Cette année, la Fondation du patrimoine et la Mission Berne ont retenu 18 projets qui pourront bénéficier de ce coup de pouce. L'un d'eux se trouve en Savoie, niché au cœur du petit village des Chapelles en Tarentaise. La ferme de Villarivon est un témoin de l'histoire savoyarde que ses propriétaires ont conservée
conserver coûte que coûte. Nous les avons rencontrés, reportage. Derrière cette façade au style bourgeois se cache une authentique ferme savoyarde du 19e siècle. Au détour d'une promenade au début des années 90, Bruno Berthier et son épouse en sont tombés amoureux. C'est en le visitant, et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de l'acquérir, voilà, nous avions 25 ans, 26 ans, c'était un peu une folie, que nous avons compris qu'il s'agissait en réalité d'une ferme. C'est-à-dire que derrière ces rangées de fenêtres, derrière ces volets, derrière cette grande galerie, eh bien, il y a une grange à foin, voilà, un fenil, mais c'est la grange à foin en Savoie, il y a des étables, les écuries en Savoie. Donc il y a une ferme qui a été déguisée, maquillée en maison bourgeoise. La rénovation du bâtiment devient alors le projet d'une vie pour le jeune couple passionné d'histoire. Nous avons donc entrepris des travaux sur la toiture, donc un délosage méticuleux pour essayer de récupérer le maximum de l'ose, et puis la reprise donc, de certaines pièces de charpente. Et c'est un artisan de la commune, de Villarivon même, hein, M. Marmouex, qui à l'époque a travaillé il y a 20 ans et qui a fait un travail remarquable. Et puis nous avons posé donc une couverture bitumeuse provisoire en attendant de pouvoir reloser. Et nous savions que ce provisoire allait durer 2 décennies à peu près. 2 décennies que le couple emploie à restaurer la partie habitable du bâtiment pour s'y installer. À l'origine, elle était occupée par la famille Jarre, des paysans qui avaient fait fortune dans la commercialisation de Beaufort. La façade et la chapelle attenante n'ont pas pu être restaurées. C'est un bâtiment voilà, qui s'est tellement gorgé d'eau, par exemple, une fois que la toiture sera refaite, il va falloir le laisser respirer pendant 1 an ou 2 pour qu'il perde son humidité. Enfin, voilà, c'est un rapport au temps, ce genre de chantier. Et voilà, il faut laisser faire le temps. Grâce aux fonds récoltés lors du loto du patrimoine, les Berthier pourront enfin débuter les travaux de restauration tant attendus. Pour le relosage de la toiture, 800 mètres carrés hein, tout de même, pour la réfection de la toiture de la chapelle et son losage, pour la réfection de la façade, c'est un devis de 600 000 €, ce qui n'est pas rien pour un particulier. L'émotion est encore très très palpable parce qu'au-delà de l'aide financière, qui je pense sera substantielle, hein, conséquente, c'est surtout un formidable coup de projecteur sur ce que des particuliers comme nous, des amoureux du patrimoine, souvent avec des moyens relativement limités, entreprennent. Dans une démarche historique de conservation et presque comme un devoir de mémoire, le couple souhaite garder intacte la grange à foin. Une façon de faire vivre le patrimoine savoyard à travers le temps et une marque de respect des modes de vie ancestraux. Annecy, à nouveau élue première ville où il fait bon vivre en France. Pour la 2e année consécutive, l'agglomération se glisse en tête du classement devant Bayonne, Angers ou encore La Rochelle. Le classement a été dévoilé par le journal du dimanche, un palmarès établi par l'association des villes et villages où il fait bon vivre, dans lequel les quelques 34 837 communes françaises ont été classées en fonction de 183 critères. Ils concernent notamment la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité et les sports et loisirs. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo et puis un nouvel épisode de Panorama consacré à l'école militaire de haute montagne. C'est une émission présentée par Emmanuel Jaude. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Prenez bien soin de vous.